Salut tout le monde, bienvenue à cet autre rapport Boivin, édition qui couvre la semaine du 23 au 29 mars. Alors, on enregistre avant Pâques, vous nous écoutez après Pâques. J'espère que vous avez été servis à souhait en matière de chocolat. Non, moi, j'en ai pas pris. J'en prends pas à chaque semaine pour ceux qui trouvent que j'ai beaucoup d'énergie, pour dire ça poliment. J'ai pas besoin de chocolat, croyez-moi, pour être comme ça. Merci aux téléspectateurs de la TVC Basse-Lièvre, ma TV. Merci d'être là, puis de commenter régulièrement quand je vous croise avec votre propre opinion sur certains des sujets que je couvre. J'essaie d'en couvrir pas mal parce qu'on couvre quand même la semaine passée et il s'est passé tellement de choses. C'est l'actualité qui me laisse pas tranquille. On va commencer avec le dimanche... Stormy Daniels, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mon réalisateur, Jean-François Joannis, insiste pour que je vous dise que c'est une grande actrice. Elle a joué dans des grands films genre 40-Year-Old Virgin. En fait, c'est une actrice pornographique. Et c'est la dame qui a dénoncé Donald Trump parce qu'il aurait eu coucher les jeunes, là, pour le mot que je vais dire, une relation sexuelle avec elle. Qu'on s'entende tout de suite, là, qu'on s'entende que c'était consentant. Elle n'allègue pas être une victime. Ce qui est contesté dans toute cette histoire-là, c'est qu'à la veille de la campagne électorale américaine, de la dernière campagne électorale où Donald Trump a gagné ses élections, son avocat a approché Stormy Daniels pour lui fermer la trappe parce qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient venues publiquement dénoncer le comportement un peu cavalier, pour dire le moins, de Donald Trump vis-à-vis les femmes et comment il les percevait comme des jouets là pour ses fantaisies. Et Stormy Daniels, c'était une de ces personnes-là. Mais ils ont annoncé à grand pompe, le réseau CBS, ils ont une émission phare le dimanche soir à 7 heures, heure de grande écoute, qui s'appelle 60 Minutes. Ça fait, mon Dieu, je sais pas, au-dessus de 50 ans que ça joue, cette émission-là. L'émission supposément très sérieuse au niveau journalistique. Et il y a une grande partie de l'émission qui était passée à interviewer... Madame Stormy Daniels, son vrai nom, là, je l'oublie, fait que c'est pas important pour la cause parce qu'elle est connue comme Stormy Daniels. Je suis restée un peu sur ma faim, honnêtement, peut-être parce que, comme on est tous un peu voyeurs, je m'attendais à des détails super croustillants, je m'attendais à une grosse relation vraiment pas trop correct, surtout que Donald était marié avec celle qui est Melania, qui est son épouse présentement, mais qui venait aussi d'accoucher de leur enfant, le dernier, Barron. Donc, c'est quand même, en même temps que ta femme accouche, tu t'en vas courir, comme dirait ma mère, la galipote, ça fait un peu dur. La vraie question qui se posait beaucoup plus, c'est, semble-t-il, elle prétend avoir eu des menaces de la part d'un individu qui serait venu près d'elle alors qu'elle était dans sa voiture, qui a vu un petit siège de bébé, puis qui a dit « Ah oui, ton enfant, hein, s'il fallait que sa mère soit pas là », fait qu'elle a perçu ça comme des menaces. Elle essaie de faire annuler l'entente de 130 000. Elle l'a perçu, elle l'a pris, l'argent. En tout cas, évidemment, les médias américains, là, c'est tellement sérieux de ce temps-ci, il n'y a tellement rien d'autre qui se passe dans la vie. Ils en ont pratiquement que pour ça. Mais à suivre, on verra là, s'il se passe de quoi par rapport à s'il y a des suites à tout ça au niveau. Je suis surprise que la droite religieuse américaine, qui est très pro-Donald Trump, s'exprime pas, mais comme pas du tout sur le sujet. Ça montre comment ils ont les principes assez élastiques. Merci. L'autre gros scandale, vous le savez tous, c'est Facebook, l'utilisation des données personnelles, nos données. Là, tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y en a qui débarquent. Il y en a qui nous disent comment rendre nos données plus sécuritaires, plus privées. Facebook va tenter de régler un petit peu tout ça. On s'est aussi embarqué sur la question par rapport à tout ça, sur l'utilisation des données privées des participants sur Facebook, mais vis-à-vis les partis politiques. Laissez-moi vous dire, pour avoir été moi-même en politique, c'est pas d'hier, là, c'est pas ni d'hier ni d'aujourd'hui, c'est depuis bien longtemps dans le passé que les partis politiques, tous niveaux confondus, utilisent les données de leurs commettants. Pourquoi?
c'est la base. On le dit tout le temps. Quand tu t'en vas en politique active, qu'est-ce qu'un candidat doit faire? C'est d'essayer de pointer ses électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, se pointer un électeur? Ça veut dire, y es-tu pour moi ou y es-tu pour l'autre? Ou essayer de découvrir. Puis c'est un art, c'est pas tout le temps donné. J'ai fait du porte-à-porte, moi, avec des gens qui me disaient, ah, cette personne-là, elle vote pour toi, certain. Moi, je sortais et je disais, non, mon instinct me disait, de par la façon qu'on avait eu la conversation, les échanges, etc., que pas nécessairement. Alors, ça fait partie du rêve de tout candidat d'être capable d'établir qui vote pour lui ou pour elle, pour être capable de faire sortir. Tu sais, quand on dit faire sortir son vote, comment vous voulez que vous sortiez le vote si vous ne connaissez pas les gens qui votent pour vous? Alors, tu ne veux certainement pas sortir le vote du voisin ou du candidat qui est votre principal adversaire. Alors, c'est juste que les moyens se sont sophistiqués à travers les années. Maintenant, avec les ordi, il y en a beaucoup qui se promènent avec leur téléphone, font le porte-à-porte. C'est fini, ça, le temps des gros cartables, puis on indique, puis on a les noms de tous les électeurs parce que les candidats ont les listes électorales. Alors, tout ça pour dire que ça fait des années que c'est utilisé. Quand je dis que c'est devenu plus sophistiqué, c'est que maintenant, vous êtes observé aussi sur vos habitudes de commerce, vos habitudes sur Facebook, par exemple, quel genre d'informations vous mettez. Si tu marques sur ton profil, je m'appelle un tel, je demeure à telle adresse, puis en plus, mon opinion politique, c'est, je sais pas moi, Coalition Avenir Québec, ça ne me prendra pas de temps à pointer cette personne-là. Alors, tout ça pour dire que ce que vous faites, vous autres même, a une grande influence sur les partis politiques. Il y a des gens qui m'appelaient des fois puis qui me disaient « Comment ça que j'ai reçu un courriel de la part du parti un tel? Je ne suis pas membre d'aucun parti. » Puis là, je disais toujours « As-tu signé une pétition? As-tu fait ci? » Et combien de fois vous êtes appelés à signer des pétitions sur des sujets qui vous intéressent vraiment? Et ça, c'est un art pour beaucoup de partis politiques. Ils posent une question qui est bien évidemment, là, les gens vont répondre allègrement, « Ah ben oui, moi je suis pour ça » ou « Non, je suis contre ça ». Et l'information qu'ils reçoivent souvent, les adresses, les numéros de téléphone, les courriels même, vous rendez la vie tellement facile à ces politiciens-là pour utiliser vos données. Alors, soyez juste prudents dans ce que vous partagez à titre d'information à ce niveau-là. Au niveau du côté de Gatineau, on a eu le rapport Muse, de la firme Muse, qui est venu faire un peu le post-mortem sur les inondations de 2017. En gros, je pense qu'on peut féliciter quand même notre conseil municipal. Oui, ça a été pénible. Oui, il y a encore beaucoup de dossiers qui ne sont pas réglés, mais qui ne sont pas sous le contrôle nécessairement de la ville de Gatineau, mais du ministère de la Sécurité publique pour dégager les fonds, pour avoir certaines permissions. Mais comment on s'est comporté lors de ces événements extrêmement tragiques d'il y a à peine un an? Le rapport est assez élogieux. Il y a des choses à améliorer. Le conseil s'est engagé à le faire. Évidemment, il y a le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, qui a travaillé tellement fort, et je le disais à la radio du 104.7 FM cette semaine. Je le blâme pas, Marc, d'être encore un petit peu, je dirais pas enragé, je dirais excédé, épuisé par tout ça. Il a travaillé tellement fort sur le terrain à aider ses commettants, les gens de son district et tout ça. Donc, je pense pas qu'il y a un rapport sur la Terre qui l'aurait satisfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que tout le monde a été relativement de bonne foi dans la façon de faire les choses, et c'est ce qui compte. Il faut apprendre de nos erreurs, et ça, je pense que la Ville va faire les virages nécessaires en termes de communication. Ça a été super bien. En termes des rôles de tous et chacun, quel est le rôle du maire dans une situation comme celle-là? Mais j'entendais un commentateur cette semaine qui disait « J'aime beaucoup mieux avoir mon maire qui est sur le terrain, qui s'implique, comme l'a fait notre maire Maxime Pedneau-Jobin, que d'avoir quelqu'un qui se cache ou qui est en Floride ou qui est ailleurs puis qui fait absolument rien dans les circonstances parce qu'il laisse les autres faire la job puis il veut rien, que rien lui colle à la peau. » Alors, je pense qu'avec un peu de recul, puis un peu de recul, c'est pas juste un an quand les gens n'ont pas fini de regarder les dommages qu'ils ont subis et de passer à travers ces dommages-là. Alors, je pense que notre ami Marc Carrière
pas le député, mais le conseiller du district ici à Masson-Angers. À un moment donné, là, quand la poussière sera retombée, puis c'est pas tout de suite, comme je viens de le dire, que ça se fera, en tout cas, on peut certainement lui donner une médaille à lui parce que, comme à d'autres aussi, là, je pense à Myriam Nadeau, je pense à Sylvie Gonneau, je pense à tellement de gens, Jean-François Leblanc, puis là, j'ai ça, quand je commence à nommer, je devrais sûrement nommer plusieurs autres, mais je pense que collectivement, le Conseil de l'époque a fait un excellent travail à simplement regarder certaines choses pour faire mieux s'il y avait un autre cas similaire, en espérant qu'il n'y en a pas, en espérant qu'on va prendre aussi les bonnes décisions en matière de reconstruction, puis qu'on ne se reconstruise pas dans des zones inondables que ça risque de se reproduire. Peut-être pas cette année, parce que je pense qu'on va se faire foutre la paix par la crue des eaux. Je pense que Hydro est un petit peu plus sage aussi, n'en déplaise, même s'il pense avoir rien à changer. Je pense qu'on verra beaucoup moins de situations dramatiques que celles qu'on a pu voir l'année dernière. Ceci étant, il y a aussi notre usine d'épuration d'eau. À quelques centimètres près, il y aurait pu avoir quelque chose de dramatique qui se passe à ce niveau-là. Alors, on va prendre les décisions en conséquence. Le pont des Draveurs, la partie de la 50 qui a été inondée, je pense que le ministère des Transports, même s'ils disent qu'il n'y aurait rien qu'il aurait pu faire, qui aurait empêché, je suis d'accord, ça n'aurait peut-être pas empêché la crue des eaux, c'était bien difficile à empêcher, mais il aurait peut-être pu réagir différemment, faire en sorte qu'on soit moins pénalisé par le fait qu'on a fermé une partie de ce coin-là. Petit suivi sur le journaliste qui avait été arrêté. Il y a un professeur de cégep de Montréal, je ne veux pas me tromper dans son nom, Vania Atudori, qui est un ancien professeur d'Antoine Trépanier, le journaliste de Radio-Canada, qui a déposé, lui, après avoir vu toute cette histoire-là, qui a été offusquée, un Roumain qui a fui la Roumanie parce que c'est un régime dictatorial, qui a vu des choses épouvantables, qui arrive ici puis qui entend cette histoire-là, qui a perçu ça comme une tentative éhontée de faire fermer un journaliste et de l'empêcher de faire son travail, a déposé une plainte au commissaire à la déontologie policière, qui a accepté de revoir le dossier, voir s'il y aura un suivi, quel genre de démarches viendront. Alors, ça sera certainement à suivre dans les prochaines journées. Succursale de cannabis à Gatineau, le maire de Gatineau dit qu'il est pour, il n'y a pas de problème. Les gens de la Société québécoise de cannabis ont approché la ville de Gatineau, voir s'il y avait un intérêt. C'est bien évident, on n'a pas le choix, je vous le dis tout de suite. Avec l'Ontario, Ottawa, qui aura sûrement ses commerces à ce niveau-là, on ne peut pas manquer à parade. Tout le monde va traverser le pont pour aller acheter du côté d'Ottawa. Ceci étant, je suis contente de voir que Renée Amiotte, qui est la présidente de la commission Gatineau Ville en santé, va quand même regarder un peu tout ça, cette question du cannabis dans la ville de Gatineau. Alors, à suivre aussi. Puis on s'est fait annoncer le Rapibus jusqu'au boulevard Lorrain, qu'on s'était déjà fait annoncer il y a 7 ans, mais qu'on a arrêté parce qu'on a manqué d'argent, en espérant qu'il n'en manque pas. Une pause et on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Alors, j'ai eu le temps de prendre une gorgée, de respirer par le nez et on reprend. Je vous parlais du Rapibus et de l'annonce qui a été faite en grand pompe avec ministres, conseillers, maires, en veux-tu, en v'là, tout le tralala, la veille du dépôt du budget de M. Letao.
du budget du Québec. Alors, ça fait partie des grosses annonces qu'on fait un peu partout. Je vous parlais du fait qu'on annonce qu'on va continuer le Rapibus jusqu'au boulevard Lorrain. On s'était déjà fait annoncer de toute façon la station, le stationnement incitatif de 200 à 200 places, je pense. Alors, on savait tous que ça s'en venait. Par contre, je veux que vous réalisiez, parce que souvent, on oublie le passé, et en oubliant le passé, en oubliant l'histoire, on a une propension à répéter les mêmes motadites erreurs. Alors, est-ce que c'est un cadeau? Moi, je n'appelle pas vraiment ça un cadeau. Est-ce que c'est une nécessité? En tout cas, c'est certainement une nécessité d'améliorer le transport vers l'Est, qui est quand même très populeux, qui est embourbé à tous les jours à ce niveau-là. Mais il y a un problème d'entonnoir. Jean-François, mon réalisateur, me disait, je vois comme un entonnoir. Oui, il a raison. C'est pas évident. Bien souvent, c'est pas tellement les voies comme les entrées de voies de sortie, en tout cas, peu importe. Mais pour revenir au Rapibus, le problème, c'est que ça avait déjà été annoncé. Ça faisait partie des plans initiaux avant l'ouverture du Rapibus, mais parce qu'ils ont dépassé les coûts, ils ont été obligés de couper un tronçon, et c'est le tronçon jusqu'au boulevard Lorrain qui avait été coupé. Alors, c'était bien évident, vu que c'est un tronçon qui avait été accepté avant, mais qu'on a manqué d'argent, maintenant qu'on a l'argent, parce que le Québec a trouvé beaucoup, je vous le dis tout de suite, beaucoup d'argent. On n'a jamais été aussi riche au Québec. J'étais vraiment, là, je sautais de joie dans mon salon en écoutant cet énoncé du budget. Des bonnes nouvelles, bien certain que c'est des bonnes nouvelles. Vous ne m'entendrez pas dire que ce n'est pas des bonnes nouvelles. D'aider les familles, les jeunes, les personnes âgées, les aidants naturels, les Autochtones, la culture, les petites et moyennes entreprises, les malades, les professeurs, les écoles, la santé. Ça vous donne-tu une bonne idée, ça? On est en train, là, je pense, il y a quelqu'un qui me posait la question du côté d'un réseau anglophone, qui vous pensez qui sont visés par ce budget-là? Bien, je vous le dis, là, tout le monde. C'est assez clair? Tout le monde. Tout le monde est visé, tout le monde. Donc, c'est un budget extrêmement électoraliste qui me fait me poser plusieurs questions, qui me fait me demander... On n'a pas trouvé tout cet argent-là. D'ailleurs, ce n'est pas la prétention du gouvernement qu'ils ont trouvé tout cet argent-là dans la dernière année. Ce qu'ils nous disent, ce qui est leur ligne, parce qu'ils ont des lignes. D'ailleurs, vous allez entendre les députés, les ministres qui vont se promener d'ici la campagne électorale, d'ici l'élection du mois d'octobre de cette année, vont tous dire la même chose. C'est parce qu'on a bien géré les finances publiques. Pauline Marois et le Parti québécois nous avaient mis, on était en déficit, on a repris ça, on s'est tous collectivement serré la ceinture. Je faisais l'analogie suivante à un de mes collègues ici à la TVC Basse-Lièvre. Puis je disais, parce qu'il disait, tu peux pas quand même être contre quelque chose qui est bon. Tu sais, c'est des bonnes mesures. Écoute, il double les dépenses gouvernementales, mais c'est quand même un budget équilibré. Il m'a dit, l'Ontario est jalouse, pas à peu près, parce que Kathleen Wynne, qui s'en va en élection au mois de juin, eux autres promet encore des déficits. J'ai des doutes sur le budget du Québec qui vont réussir à rester dans l'équilibre pour la simple et bonne raison qu'on ne parle pas de gros surplus. Il ne faudrait pas que les taux d'intérêt montent ou que la productivité économique du Québec baisse, que la situation économique ne soit pas aussi rose d'ici quelque temps, parce que ça pourrait changer drôlement le portrait. Mais ceci étant, c'est comme si, en couple, là, vous décidez, vous mettez vos avoirs dans un même fond, vous vous serrez la ceinture parce que, bon, on veut être capable peut-être de s'acheter une propriété un moment donné, de juste se mettre la tête au-dessus de l'eau. Puis là, tout d'un coup, celui qui s'occupe ou celle qui s'occupe des finances, parce qu'il y en a toujours un qui aime mieux ça que l'autre, qui vous dit toujours « Non, on ne peut pas. Non, il faut qu'on... » Tu sais, « Oh non, on ne peut pas. » Et qui, là, tout d'un coup, vous dit « Hey, j'ai acheté des billets pour aller voir la Coupe du monde en Russie. » Puis là, ben voyons donc, on n'avait pas de motaditienne avant. Oui, mais c'est parce que j'ai tout serré ces affaires-là. Puis là, c'est le temps de faire un cadeau, puis ça me tente. Et pourquoi ça leur tente de nous faire des cadeaux, le gouvernement? Parce qu'on s'en va en élection au mois d'octobre. Ils le savent, ils sont en arrière dans les sondages, ils savent qu'ils sont loin derrière. On parle d'en bas de 15 % du vote des francophones qui est pour le Parti libéral du Québec. Alors, on cherche, et la seule bonne vieille méthode, les libéraux en Ontario font la même chose, on essaye d'acheter le vote du peuple.
Alors, ça dépend de qui pour que ça fonctionne, ça dépend de vous et de moi. Alors, il y a des chroniqueurs qui disaient ça va être la campagne électorale de l'argent ou bien du changement. Alors, ce sera un choix que nous aurons collectivement à prendre. Qu'est-ce qu'on aime le mieux à ce niveau-là? Mais j'ai rien d'autre à dire parce que, j'y crois pas, ils n'ont pas le temps d'implanter le quart de ces mesures-là. Et il y a plusieurs des mesures qui sont remises à tellement une longue période de temps que vous avez le temps de ne jamais les voir et probablement de les oublier. Et c'est sur ça que nos politiciens souvent comptent beaucoup. C'est sur cet oubli collectif parce que la vie va vite. Et on ne se rappelle pas, comme je suis convaincue qu'il y a plusieurs d'entre vous là, qui êtes bien contents de voir le rapibus jusqu'à l'oreille. Vous ne rappeliez pas que ça avait déjà été convenu qu'on devait l'avoir. Puis dans le fond, ça fait 7 ans qu'on l'attend, puis vous allez l'attendre encore en passant. On ne parle pas que ça s'ouvre avant 2021 pour sa mise en service. Et comme on sait que ça, c'est une prédiction, 2021, ça pourrait aussi bien être 2022, 2023. Alors, on n'est pas sorti du bois, et c'est la même chose avec les budgets. Pendant ce temps-là, on sait aussi que les infrastructures, les routes au Québec, il y a eu un rapport absolument accablant. On a une note D sur au plus que la moitié des routes du Québec. Et ça, c'est tout palier confondu. Hein? Que ce soit, prenez une petite route municipale, prenez une des rues de la ville de Gatineau, prenez une des rues dans n'importe quelle municipalité de l'Outaouais. Ensuite, allez-vous-en sur les autoroutes, les viaducs, les ponts, et vous allez voir, c'est une aberration. Et ça fait des années que les ingénieurs du Québec, du Canada nous le disent sur tous les tons. Faites attention, à un moment donné, ça va être des désastres. Il va y avoir des ponts qui vont s'écrouler, il va y avoir des drames. On en a eu quelques-uns du côté de Montréal. Il y a eu certaines situations catastrophiques. Imaginez-vous ça à grande échelle. Moi, ça me fout la trouille. On est en déficit structurel d'entretien de 14,7 milliards de dollars juste au Québec. Fait qu'imaginez... Pendant ce temps-là, on ne met pas tant que ça. Oui, je sais qu'on en rajoute du côté du budget du Québec, mais jamais assez. Par le temps que tu fais ton patchage, tu en as déjà 10 autres routes que tu dois récupérer. Mettez ça en termes de déficit d'entretien d'infrastructures avec le fait que le gouvernement fédéral qui a créé une banque d'infrastructures pour travailler de pair avec les provinces canadiennes et les territoires, on ne sait pas encore ce qu'il fait avec cet argent-là et ça rentre à coût de milliards, de dizaines de milliards de dollars. Les déficits de Justin Trudeau, là, une grosse partie qui s'en va dans cette banque d'infrastructures, mais qui ne sont même pas mis dans aucun projet au moment où je vous parle, parce qu'il n'y a pas encore d'entente finalisée avec les provinces. Ils n'ont même pas convenu d'une entente encore sur la deuxième étape pour avoir des projets, que ce soit, on parle de projets de transit, nos députés locaux parlent tout le temps, on va avoir peut-être un train léger, un ci, un ça. Il faudrait peut-être parler de réparer les infrastructures existantes parce que ton train léger ne servira pas à grand-chose si nos routes s'écroulent, nos ponts s'écroulent et ainsi de suite. Alors ça, il va falloir que quelqu'un s'occupe, prenne ça avec sérieux. En même temps qu'ils se font dire du côté fédéral qu'en matière de changement climatique, vous savez, le gouvernement de Justin Trudeau, l'accord de Paris, taper sa tête de Stephen Harper, les conservateurs, c'était des pourris en matière d'environnement. Nous, on va faire ça différemment. Hey, la commissaire, cette semaine, Julie Gelfand, elle n'a pas été de main morte. Le Canada n'est pas prêt, n'a pas de plan, ne sait pas où il s'en va. Il n'y a pas d'entente avec la plupart des provinces. Il y a beaucoup de provinces qui n'ont même pas de plan pour réduire leur gaz à effet de serre. Il y a bien des gens qui m'écoutent là puis qui se disent « c'est de la bouillie pour les chats, ça. » Vraiment, un jour, quand il y aura d'autres cas d'inondations graves, quand il y aura des changements climatiques qui font en sorte que ça crée des situations que nos coins de pays ne sont pas habitués d'avoir et que ça crée justement des dommages importants aux infrastructures, que ça crée des feux de forêt, que ça crée des inondations à pu finir, des tremblements de terre et autres, pas pour faire un scénario d'apocalypse, mais c'est des choses, pas pour rien que les grands de ce monde se sont réunis, ont procédé au terme de l'accord de Paris, qui sont déjà loin de l'accord de Kyoto et de l'accord de Copenhague. À chaque fois qu'ils se rencontrent, on dirait qu'on diminue un peu les objectifs. Bien, c'est
pas avec un gouvernement comme ça qu'on sent qu'on prend charge de des changements climatiques puis qu'on est capable de prendre des décisions qui se tiennent. Décisions qui se tiennent. J'embraye sur Phoenix. Enfin, IBM, les gens d'IBM, le programme qu'on a implanté avec Phoenix, le système de paye du côté fédéral, qui est un fouillis monumental, au moins le Sénat a eu la brillante idée de faire venir les hauts dirigeants d'IBM Canada pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, ils ont pu faire des nuances parce qu'on avait fait des comparables avec l'Australie, je pense, pour montrer que c'était pas du tout la même situation. Mais n'empêche qu'un fait demeure, ce qui est ressorti de leur témoignage devant le comité sénatorial, c'est qu'ils ont avisé en juin 2017, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 2018, les gens du gouvernement, que ce soit les fonctionnaires pendant que les politiciens étaient en campagne électorale, les ministres qui se sont succédés, autant conservateurs que libéraux, le système n'est pas prêt. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les libéraux, ils l'ont mis en place. Puis après ça, on dit « Ah oui, on s'occupe et on se préoccupe de cette situation-là. » Moi, vous dire décourageant. Un autre cas au Québec qui a fait beaucoup jaser dans la semaine du 23 au 29, c'est évidemment Alexandre Bissonnette, ce jeune homme de 28 ans qui est allé tirer et tuer des gens à la Grande Mosquée de Québec, a plaidé coupable. On parle d'une sentence possible de 150 ans parce que depuis, je pense, 2011, les conservateurs de Stephen Harper avaient changé un article du Code criminel pour permettre les sentences consécutives. Donc, au lieu d'être concurrente puis dire « tu as 6 meurtres, tu as 6 personnes que tu as tuées, ça va être 25 ans concurrents, donc ils vont toutes être prises en même temps. » Là, ça peut s'additionner. Donc, dans son cas, à lui, ça pourrait aller jusqu'à 150 ans. Moi, je vous dis, retenez pas votre souffle, j'en douterais fortement. D'une part, parce que au Québec, je ne suis pas certaine que ça fait partie de l'ADN de notre système de justice, mais aussi parce que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau s'apprête, si ce n'est pas fait la journée où j'enregistre le show, là, à déposer des modifications au Code criminel et probablement, je serais surprise qu'il ne change pas ces articles-là concernant les sentences criminelles parce que Justin Trudeau, même pas plus tard juste un petit peu avant Noël 2017, dans le contexte d'un autre projet de loi criminel, déclarait les sentences consécutives comme étant, d'après lui, inconstitutionnelles. Alors, si ton premier ministre croit que des sentences consécutives qui s'additionnent, c'est inconstitutionnel, je le vois mal encourager un 150 ans dans le dossier de M. Bissonnette. Contente de voir que les gens n'auront pas à revivre toute l'horreur, malgré qu'au niveau sentence, on en apprendra peut-être un peu plus. Vincent Marissal contre Jean-François Lisée. Vincent Marissal, chroniqueur. Wow!